Vous avez déjà remarqué comment, aujourd'hui, il est possible de prononcer n'importe quelle absurdité avec assurance et d'être acclamé pour cela, comme si la confiance dans le ton de la voix importait davantage que la vérité de ce qui est dit. Nous vivons une époque à la fois curieuse et effrayante. Jamais il n'a été aussi facile d'accéder au savoir. Mais jamais non plus la célébration de l'ignorance n'a été aussi commune. Mais cette ignorance-là n'est pas celle du simple « je ne sais pas ». Elle est bien plus dangereuse. C'est l'ignorance orgueilleuse, bruyante, assurée d'elle-même. Celle qui n'hésite pas, ne doute pas, ne recherche pas. Et pire encore, elle est charismatique. Elle revêt l'opinion personnelle, se propage en vidéos courtes, attire les foules et bâtit des empires d'influence. Et que devient la sagesse dans ce décor? Elle devient une voix faible, presque inaudible, chuchotant au milieu d'un spectacle assourdissant. C'est notre point de départ. Le remplacement de la sagesse par l'idolâtrie de l'ignorance. Un échange silencieux, mais dévastateur, qui façonne non seulement ce que nous consommons, mais aussi comment nous pensons ou cessons de penser. La culture actuelle ne récompense pas celui qui réfléchit, qui hésite, qui cherche à comprendre la complexité. Elle exalte celui qui parle vite, avec des phrases toutes faites, des certitudes emballées et un charisme spectaculaire. Et ce phénomène n'est pas seulement culturel. C'est le symptôme d'une crise plus profonde, une crise morale et intellectuelle. Pour diagnostiquer ce mal moderne, tournons-nous vers un diagnostic radical. Friedrich Nietzsche, philosophe de l'abîme, du marteau et du soupçon. Un penseur qui, dès le XIXe siècle, avait alerté sur les risques d'une culture qui échangeait la profondeur contre le confort, la vérité contre l'utilité, la sagesse contre la vaine gloire. Il n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, son avertissement résonne, ignoré, mais de plus en plus urgent. Alors plongeons dans cette réflexion. Pourquoi choisissons-nous de suivre des voies qui nous distraient plutôt que celles qui nous éveillent? Pourquoi redoutons-nous tant le doute, la complexité, la solitude de penser par soi-même? Et, en fin de compte, la véritable sagesse a-t-elle encore sa place dans ce monde dominé par le spectacle? Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Elle s'applique à de nombreux contextes, mais à l'ère actuelle, elle est devenue presque un principe d'autorité. Dans le débat public, sur les réseaux sociaux, aux tables de bar et même dans les émissions de télévision, celui qui parle avec plus d'assurance a souvent raison, même s'il dit des absurdités. Et cela révèle quelque chose de profond à notre sujet. Nous devenons de plus en plus vulnérables à la forme et de moins en moins vigilants au fond. Nous vivons sous la domination de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait l'autorité performative. Autrement dit, c'est la performance qui détermine qui a raison, non la cohérence logique, ni la profondeur de l'argument. Un influenceur affirme, d'un air sérieux, que la Terre est plate. Un autre déclare, avec un sourire confiant, que la philosophie est une perte de temps, que l'important c'est faire de l'argent, et des millions applaudissent, partagent, achètent le cours. L'ignorance a trouvé un nouveau visage. Elle n'est plus timide, ne demande plus la permission. Elle se fait promoteur de sa propre authenticité. Et la sagesse? Elle, avec ses questionnements dérangeants et sa langue parfois âpre, a perdu du terrain sur le marché des idées. Car la sagesse est difficile.
Elle exige du temps, du silence, de l'effort. Et tout cela heurte la logique d'accélération dans laquelle nous sommes pris. Ce phénomène a même un nom en psychologie. L'effet Dunning-Kruger. Les personnes qui possèdent peu de connaissances ont tendance à surestimer leurs capacités. Elles savent peu, mais croient savoir beaucoup. Pendant ce temps, ceux qui ont réellement étudié, qui ont vu la complexité des choses, hésitent, pèsent, admettent des doutes, mais la scène actuelle récompense l'assurance, non la prudence. Et là survient ce que l'écrivain Isaac Asimov dénonçait déjà il y a plusieurs décennies. L'anti-intellectualisme a été un fil constant de notre vie culturelle, alimenté par la fausse notion que la démocratie signifie que mon ignorance vaut autant que votre savoir. Mais pourquoi cette confiance ignorante est-elle si séduisante? Parce qu'elle offre ce que tous désirent, appartenance et simplicité. En suivant quelqu'un qui parle avec certitude, vous vous sentez accueilli. Vous obtenez une explication rapide sur le monde, sans avoir à plonger dans les livres ou à affronter l'angoisse du « je ne sais pas ». Et, dans un monde hyper connecté et hyper stimulé, c'est un soulagement addictif. Mais il y a un prix. Quand vous externalisez votre façon de penser à des figures charismatiques, quand vous échangez le travail de réfléchir contre la commodité de répéter des phrases toutes faites, vous devenez une proie facile. Facile à manipuler, facile à distraire, facile à vendre n'importe quoi, depuis des produits jusqu'à des idéologies. L'ignorance, quand elle s'allie à l'assurance et au charisme, devient une force dangereuse. Une force qui réduit le doute au silence, sabote la pensée critique et transforme le savoir en une chose, suspecte. Comme si trop penser était un défaut et non une vertu. Et ainsi, sans même s'en apercevoir, nous avons créé un monde où la sagesse est marginale et l'ignorance devient pop. Nietzsche écrivait « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Beaucoup adorent cette phrase, surtout les relativistes de service, mais presque toujours elle est mal comprise. Nietzsche n'y célébrait pas le chaos des opinions. Il dénonçait la fragilité de la vérité lorsqu'elle est abandonnée par la culture. Et c'est précisément ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Une culture qui a tué la vérité, mais ne l'a pas remplacée par la sagesse. Elle l'a remplacée par le divertissement. Le philosophe allemand a observé de près la décadence d'une civilisation qui, peu à peu, troquait la profondeur contre l'utilité, la vérité contre la commodité. Pour lui, le plus grand symptôme de cela était le nihilisme, la sensation que rien n'a de sens. Non pas parce que le sens n'existe pas, mais parce que nous avons cessé de le chercher. Nietzsche considérait le nihilisme comme une conséquence directe de la mort de Dieu. Et attention, ici, Dieu n'est pas seulement la figure religieuse, mais le symbole suprême d'un idéal supérieur, d'un horizon moral, d'un engagement envers quelque chose au-delà de soi. Quand Nietzsche disait « Dieu est mort », il ne faisait pas la fête, il lançait un avertissement. Sans cet idéal supérieur, l'humanité risquait de tomber dans un abîme existentiel. Et qu'est-ce qui comblerait ce vide? Il craignait, à juste titre, que ce soit le confort, le conformisme, la médiocrité. Et voilà apparaître la figure de l'homme dernier. Selon Nietzsche, le homme dernier est celui qui vit pour éviter la souffrance, pour demeurer confortable, pour ne pas penser trop. Il veut le plaisir, la sécurité, la distraction.
Il rira de l'idée de grandeur, de profondeur, de vertu. Il vivra en mode automatique, persuadé que tout va bien, même quand tout s'effondre. Cela vous semble familier? Peut-être le plus effrayant dans la prophétie de Nietzsche est de voir qu'elle s'est réalisée, non par les guerres ou des catastrophes, mais par les likes, les séries en streaming et les gourous du développement personnel. Le homme dernier n'est pas un vilain. Il est juste ordinaire, affable, souriant, adapté. Et c'est pour cela qu'il est dangereux, parce qu'il représente la mort silencieuse de la sagesse. Elle ne brûle pas en place publique. Elle est simplement oubliée, ignorée, reléguée comme trop dérangeante. Nietzsche croyait qu'une transformation profonde, seule, pourrait ressusciter l'esprit humain. La naissance du surhomme, Übermensch. Quelqu'un qui créerait ses propres valeurs, qui aurait le courage de penser par lui-même, de supporter la solitude de la liberté. Mais soyons honnêtes. Combien aujourd'hui seraient prêts à payer ce prix? À renoncer au confort, à la validation sociale, à la distraction constante au nom d'une vie authentique? Nietzsche ne habitait pas la masse, mais il la craignait. Parce qu'il savait que là où tout le monde pense de la même manière, personne ne pense vraiment. Et là où la vérité devient trop relative, la sagesse devient une plaisanterie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La moquerie de la profondeur, le mépris pour la philosophie, la ridiculisation du doute. Penser est devenu un fardeau, réfléchir, un retard, et le philosophe, un personnage excentrique, voire un ennemi du progrès. Mais le progrès sans sagesse, est-il vraiment un progrès? Ou bien ne faisons-nous qu'accélérer vers l'abîme? Nous vivons dans un théâtre de 1000 scènes, toutes allumées simultanément. Chacun d'entre nous est acteur et public, applaudissant et applaudi, aimant et aimé, postant et étant posté. Mais, au milieu de ce spectacle continu, surgit une question dérangeante. Quand avez-vous cessé pour la dernière fois? Non pas pour dormir, non pas pour consommer, mais pour penser. Guy Debord, un penseur français peu cité en dehors des cercles les plus critiques, disait déjà en 1967 « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'y présente comme une immense accumulation de spectacles. » Et cela a été écrit bien avant Instagram, TikTok ou les podcasts d'opinion à fond musical épique. Imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui. Le spectacle n'est pas seulement divertissement. Il est une forme de domination. Il nous capture par le regard, par le son, par la vitesse. Il nous offre une distraction permanente comme substitut à la réflexion. Et, avec cela, il favorise une anesthésie collective. Nous consommons constamment, mais ne digérons rien. Nous réagissons, mais ne contemplons pas. Nous opinons, mais n'élaborons pas. Et dans cette vitesse, la sagesse est écrasée. La logique du spectacle exige la simplification. Tout doit tenir en un tweet, en une story, en une vidéo de 60 secondes. Les idées se transforment en slogans. Le doute devient faiblesse. La réflexion devient perte de temps. Et le penseur devient un relou, ou pire encore, un élitiste. Parce que penser est devenu un luxe. Un luxe qui ne génère pas de profit, ne viralise pas. Et voici le point crucial. La distraction n'est pas un simple effet secondaire de la technologie. Elle est le nouveau mode de vie. Un mode qui nous empêche d'affronter l'essentiel. Le penseur sud-coréen Byung-Chul Han parle de société de la fatigue, où nous sommes tous épuisés, mais par excès de stimulation et non de sens. Nous vivons occupés, mais vides.
engagé, mais superficiel. Et pourquoi cela est-il si efficace? Parce que penser fatigue. S'asseoir en silence pour lire un livre philosophique, par exemple, exige de l'effort, exige d'être disposé à l'inconfort. Et l'inconfort est la dernière chose que la culture du spectacle veut proposer. Parce qu'il vous fait vous arrêter, questionner, peut-être même changer. Et changer est dangereux pour un système qui vit de la répétition. La sagesse, dans ce décor, est une menace. Elle ne se vend pas bien. Elle ne tient pas sur une bannière. Elle ne s'ajuste pas aux algorithmes. Parce qu'elle déstabilise. Elle interroge quand tout le monde répond. Elle se tait quand tout le monde crie. Elle observe quand tout le monde s'exhibe. Et alors vous comprenez pourquoi l'ignorance est devenue si populaire. Elle est rapide, facile, amusante. Elle est un mème, tandis que la sagesse est un essai de 30 pages. Et qui va le lire aujourd'hui, non? Mais sans sagesse, que nous reste-t-il? Des opinions en série, des certitudes fragiles et une culture qui confond popularité avec vérité. Nous vivons à l'ère de la visibilité totale. Mais combien de cela est vraiment lumière et combien n'est-ce que faux éclat? Au fond, ce que nous vivons n'est pas seulement une crise d'attention, d'information ou de comportement. C'est une crise de conscience. Une crise morale et intellectuelle profonde qui ronge lentement la base sur laquelle toute société digne de ce nom devrait se fonder. La quête de la vérité, du bien, de la beauté, non comme abstractions inaccessibles, mais comme orientation pour la vie. Et ce qui rend cette crise encore plus grave, c'est qu'elle ne se présente pas comme telle. Elle se déguise en liberté, en authenticité, en empowerment. Tout est devenu opinion personnelle. Tout est relatif. Tout est valide, tant que c'est le vôtre. Mais l'est-ce vraiment? Est-ce que toute opinion a le même poids? Est-ce que la liberté de dire n'importe quoi, sans filtre, sans étude, sans conséquences, nous a conduit vers un lieu meilleur? Le philosophe Alasdair MacIntyre, dans son livre After Virtue, affirme que la modernité a perdu le vocabulaire moral qui donnait sens à l'action humaine. Nous avons perdu le sens de la vertu, du caractère, de la responsabilité intellectuelle. Aujourd'hui, plus important que d'être juste, c'est de paraître juste. Plus important que de chercher la vérité, c'est de gagner le débat. Plus important que d'avoir des arguments, c'est d'avoir des likes. Et lorsque la moralité se réduit à des signaux publics de vertu, ces phrases d'effet sur les réseaux, ces discours émotifs dans des vidéos soigneusement montées, elle devient performance, non éthique. La morale se transforme en spectacle d'affect superficiel et n'est plus un effort continu de dépassement de soi. Intellectuellement, la situation est encore plus délicate, car nous avons cessé de valoriser le savoir comme une fin en soi. Aujourd'hui, savoir n'est utile que s'il est rentable. Le savoir est devenu un outil. Et la philosophie, bien souvent, est perçue comme un accessoire de luxe, quelque chose de beau, mais inutile. Un ornement pour ceux qui peuvent se permettre de penser. Mais la conséquence de cela est dévastatrice. Sans réflexion, sans pensée critique, sans profondeur, nous devenons des adultes infantiles. Des personnes qui savent manier des machines, mais ne savent pas mener leur propre vie. Qui maîtrisent des outils complexes, mais ont des idées simplistes. Qui vivent connectés, mais ne savent pas dialoguer. Qui ont accès à tout, sauf à elles-mêmes. Et quand l'ignorance devient moralement acceptable, ou pire, désirable, tout le tissu de la vie publique commence à pourrir,
Il suffit de regarder autour de nous. La politique est devenue une guerre de mèmes. L'éducation est devenue un produit. La science est devenue opinion. Et celui qui tente d'attirer l'attention sur le sérieux de la chose est vu comme relou, arrogant ou hors réalité. Mais cette réalité, au fond, est insoutenable. Il n'y a pas d'avenir dans une société qui méprise le savoir. Il n'y a pas de justice où il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de liberté où tous suivent la voie la plus forte et non la plus sage. La crise que nous vivons est, donc, avant tout, une crise de l'âme. Une faillite de l'esprit. Un refus collectif de la maturité. Et peut-être que la question la plus urgente que nous devons poser n'est pas « que se passe-t-il ?», mais plutôt « pourquoi avons-nous laissé cela se produire ?» Face à tout cela, la philosophie semble un phare fragile, essayant d'éclairer une mer agitée d'opinions, de bruit et de distractions. Mais peut-être est-elle justement pour cela, plus nécessaire que jamais. Parce que c'est quand tout crie que le silence devient plus précieux. Et c'est quand tout a hâte que se poser pour penser devient un acte de résistance. La philosophie, dans sa profondeur la plus vraie, n'est pas un ensemble de réponses prêtes à l'emploi. C'est une pratique de déconstruction, de désintoxication. Elle nous entraîne à voir au-delà des apparences, à supporter l'inconfort du doute, à résister à la séduction du consensus facile. Et, dans ce monde de certitudes fragiles, cela tient presque du miracle. Mais le rôle de la philosophie aujourd'hui n'est pas de fournir un nouveau dogme. L'époque des grands systèmes clos est révolue. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, nous avons besoin d'une philosophie qui nous aide à réapprendre à poser des questions. La philosophie comme remède à la superficialité, comme antidote à l'arrogance de l'ignorance confiante, comme espace de reconstruction de l'humain, non pas comme projet technique, mais comme conscience tragique et responsable. Nietzsche, malgré son ton souvent destructeur, n'était pas un nihiliste passif. Il croyait à la possibilité de création de nouveaux valeurs, mais cela exigeait du courage. Le courage de détruire les illusions, d'affronter la solitude, de rompre avec le confort. C'est ce courage qui manque à la société actuelle. Nous vivons dans une culture qui encourage l'exposition, mais évite l'introspection, qui promeut l'expression, mais dévalorise la réflexion. Et ici, la philosophie peut être un guide. Non pour nous dire ce qu'il faut faire, mais pour nous apprendre à vivre avec conscience. Pour nous rappeler que bien vivre n'est pas la même chose que vivre facilement. Que être libre n'est pas suivre le désir du moment, mais choisir avec clarté, avec éthique, avec responsabilité. Au milieu du bruit des réseaux, la philosophie invite au silence. Au milieu de l'avalanche de contenu, elle offre la densité. Au milieu de la hâte, elle exige la pause. Et peut-être que cette pause est aujourd'hui la forme la plus radicale de résistance. S'arrêter, respirer, penser, demander. Que fais-je de mon temps? D'où viennent mes idées? Pourquoi crois-je à ce que je crois? La philosophie est inconfortable, et c'est pour cela qu'elle est nécessaire. Parce que seule qui est prête à être dérangée a une chance de grandir. Et en fin de compte, la question qu'elle nous renvoie est directe, presque brutale. Veux-tu vraiment savoir? Ou veux-tu juste avoir raison? La question avec laquelle nous avons commencé demeure. Pourquoi la sagesse a-t-elle été échangée contre une ignorance confiante?
Pourquoi préférons-nous suivre ceux qui nous distraient, nous bercent, nous amusent, même quand cela nous éloigne de la vérité? La réponse n'est pas simple, mais peut-être tient-elle au prix que la sagesse exige. Parce qu'elle n'a jamais été bon marché. Elle n'a jamais été populaire. Elle n'a jamais été confortable. Chercher la sagesse, c'est accepter de vivre dans la tension, c'est accepter l'inconfort de ne pas avoir de réponse facile, c'est affronter sa propre ignorance chaque jour. Et cela fait peur, cela fatigue, cela isole. En revanche, l'ignorance vêtue de certitude offre tout ce que nous voulons. Sécurité émotionnelle, appartenance rapide, estime de soi gonflée. Vous n'avez pas besoin de lire, ni de penser longtemps, ni de douter de vous. Il vous suffit de répéter ce que les autres disent déjà, avec un peu plus d'assurance. Le résultat, un monde peuplé de voix fortes et d'esprits vides. Nietzsche nous avait mis en garde contre cela. Il voyait le danger non pas dans les barbares à la marge de la civilisation, mais dans l'homme domestiqué par le confort, la répétition, la médiocrité. Le homme dernier n'est pas mauvais. Il a juste renoncé à être profond. Et peut-être que c'est là la plus grande tragédie de notre époque. Ce n'est pas qu'il manque des génies, mais plutôt qu'il manque le courage de la lucidité. Au XXIe siècle, être sage est presque un acte de désobéissance. Parce que tout autour de vous conspire pour que vous ne réfléchissiez pas. Le système veut que vous consommiez, produisiez, vous distrayiez, mais pas que vous questionniez. Parce que celui qui questionne s'arrête, et celui qui s'arrête voit. La sagesse est lente, et c'est précisément pour cela qu'elle est subversive. Elle défie le culte de la vitesse. Elle exige du temps, du silence, de la contemplation. Elle va à l'encontre de l'algorithme. Mais l'essentiel est de se rappeler qu'elle est encore possible. Que même dans cette mer de médiocrité, il est encore possible de nager. Encore possible de chercher. Encore possible de dire non aux certitudes faciles, aux discours prêts à être répétés, aux influenceurs de l'ignorance. Mais vous allez payer un prix pour cela. Vous vous sentirez seul. Vous paraîtrez étrange. Vous serez qualifié de intense, de fatigant sec ou de hors-réalité. Parce qu'en vérité, vous serez à l'extérieur, hors de la bulle, hors du théâtre, hors de l'automatique. Et peut-être que c'est là le véritable appel de la philosophie aujourd'hui. Ne pas offrir de réponse confortable, mais rappeler qu'il existe une vie au-delà de la distraction, qu'il existe un type de liberté qui ne s'achète pas, ne se publie pas. Une liberté qui ne naît que lorsque nous décidons, de manière radicale, d'être honnêtes envers notre propre conscience. Et alors je vous demande, pour terminer, quel prix êtes-vous prêt à payer pour la sagesse dans un monde qui la méprise ?